Nous allons dans cette vidéo traiter du modèle d'affaires innovant de Watt et Boulton. En effet, si cette association a permis de transformer pendant plus de 30 ans une pompe à eau en succès industriel international, c'est aussi parce que Watt et Boulton ont réussi à concevoir la valeur. C'est une question classique et récurrente en gestion-innovation. Comment concevoir la valeur ici d'un objet qui n'existait pas jusque-là et qui n'avait donc pas d'équivalent? Dans les termes de la gestion de l'innovation, on va dire que Watt et Boulton ont eu à concevoir un modèle d'affaires. Et nous allons le voir, leur réponse est assez originale. On appelle modèle d'affaires, aujourd'hui en management, de façon générale, la manière de créer et de capturer de la valeur, puis de la répartir entre les différents contributeurs. On va voir progressivement le mot valeur se préciser. Les composantes d'un modèle d'affaires sont au nombre de 4. On peut déjà distinguer 2 premières composantes qui relèvent de la relation au marché, au client. Le modèle de revenu d'une part, et la proposition de valeur. On va avoir une 3e composante qui est plus centrée sur l'intérieur de l'entreprise et une dernière qui est relative au positionnement de l'entreprise dans la chaîne de valeur. Reprenons rapidement et successivement ces 4 composantes. On a d'abord la proposition de valeur. Cela revient à se poser la question de ce que l'entreprise, ici Watt et Boulton, offre au client. Qu'est-ce que l'entreprise veut vendre au client? Autrement dit, le client est prêt à payer pour quoi? Pour quel type d'offre? Combien? Cela revient à formuler la valeur de l'offre innovante. Est-ce que je vends une énergie sûre, pas chère et fiable? Est-ce que je vends un service de transport, une nuit d'hôtel, du réconfort, une mise en relation, un produit qui a telle ou telle fonction? Voilà la question qui se pose derrière la formulation de la proposition de valeur et elle doit être clairement formulée. Ensuite, il y a les ressources endogènes à l'entreprise, maîtrisées par l'entreprise. Pour réaliser cette proposition de valeur, quelles sont ces ressources que l'entreprise doit mobiliser? Quels ingénieurs, quels commerciaux, quels techniciens, quelles qualifications, quels managers? Et on voit bien que ces questions sont particulièrement importantes et intéressantes dans le cas de l'innovation de rupture, car les métiers, les professions n'existent pas. On voit combien le travail d'apprentissage de la Lunar Society a servi à constituer et à qualifier ces connaissances pour réaliser l'innovation. On a également le positionnement de l'entreprise au sein de son réseau de valeur. Est-ce que l'entreprise va innover seule? Est-ce qu'elle va s'associer avec des partenaires, avec des fournisseurs, avec des concurrents, avec des clients pour réaliser son innovation? Enfin, la 4e case est parfois source de malentendus, parce qu'on la confond parfois avec le modèle d'affaires lui-même. C'est le modèle de revenu. Le modèle de revenu définit la façon dont l'entreprise va faire rentrer de l'argent. Quelles sont les modalités qui permettent d'encaisser la valeur? On est ici sur une valeur économique, rétributrice. Évidemment, il y a plein de possibilités. Je peux vendre directement sur un marché, je peux commissionner un réseau, je peux passer par un intermédiaire, je peux donner, louer, je peux concevoir un système d'abonnement. Il y a donc un grand nombre de possibilités pour engendrer des revenus. Watt et Boulton ont eu à leur époque à faire ce travail de conception du modèle d'affaires. La proposition de valeur est inédite car ici la machine à vapeur offre des puissances inconnues jusque-là. Watt et Boulton ont choisi principalement d'internaliser les ressources de développement et de fabrication. Considérons maintenant plus précisément la manière dont ils ont conçu leur modèle de revenu. Ce faisant, le travail de conception de la valeur fait bien partie de la fabrique de l'innovation. La réponse de Watt et Boulton pour le modèle de revenu est originale. D'abord, ils constituent avec chaque client une société commune. On dirait aujourd'hui par exemple qu'ils constituent une joint venture. Cela facilitera les échanges de ressources matérielles et humaines, comme nous l'expliquerons plus tard. Ils vont, deuxièmement, louer dans le cadre de cette société commune. Autrement dit, ils ne vendent pas directement les machines, ils en restent propriétaires, ils sont rémunérés non par un prix de marché, mais par une redevance issue de la location. Là où la réponse est extrêmement habile, c'est que le prix de cette redevance est un loyer équivalent au tiers des économies de charbon réalisées par rapport à la machine de Newcomen. Autrement dit, c'est une manière pour la machine à vapeur de Watt et Boulton de rétrocéder une partie de son avantage, de sa performance, en comparaison avec la génération précédente de machines. Je répète, le loyer est équivalent au tiers des économies de charbon réalisées par rapport à la génération de machines précédentes, par rapport à la génération des machines de Newcomen que Watt a contribué à améliorer. Les innovateurs disent à leurs clients, on vous rétrocède une partie de l'avantage que vous confère notre innovation. C'est donc une valeur définie par la substitution. Et sur la durée, certains considèrent que des clients de Watt et Boulton ont payé leur machine à leur équivalent de poids en or.
Alors voilà une réponse économique qui permet d'engendrer des revenus, mais la valeur dans le modèle d'affaires n'est pas simplement une valeur économique, elle a aussi d'autres dimensions, et c'est ce que nous allons à présent examiner. La valeur est économique, mais pas seulement, elle est aussi ostentatoire, symbolique. La machine à vapeur n'est pas seulement une machine qui produit de l'énergie. La machine n'est plus au fond de la mine, elle est remontée à la surface, et l'innovation se voit. Non seulement elle se voit, mais elle se montre, elle s'exhibe. Les usines et les ateliers se visitent. On découvre des machines qui traduisent la maîtrise de la force de la vapeur, le triomphe de la raison humaine sur les forces de la nature. Non seulement la machine est performante, mais elle est belle. La machine à vapeur se pare des atours qui la magnifient comme innovation. Cette approche symbolique, ostentatoire de l'innovation est en fait une récurrence dans l'histoire de l'innovation jusqu'à aujourd'hui. Il nous faut franchir un dernier pas dans l'analyse de la fabrique de cette innovation. La machine à vapeur n'est pas seulement un objet technique qui fonctionne. Ce n'est pas seulement un objet qui a une valeur économique qui lui est associée. Ce n'est pas uniquement un objet qui a une valeur ostentatoire. C'est le produit d'un véritable système de production et d'apprentissage qui a été mis en place par Watt et Boulton. Ils offrent un service à leurs clients, ce qui constitue une troisième dimension de la valeur.